Il y a 8 mois, le monde a assisté à l'un des pires massacres du siècle. Après 550 jours de siège, les forces de soutien rapide soudanaises ont envahi El Fasher au Darfour, déclenchant un carnage. Le nombre de victimes reste inconnu. Les estimations les plus basses suggèrent que 6000 personnes ont péri en 3 jours. Les estimations les plus élevées avancent un chiffre proche de 100 000 personnes tuées en 6 semaines, la plupart des analystes s'accordant sur une estimation intermédiaire d'au moins 60 000 morts. Dans une interview à la radio soudanaise d'Abanga en janvier, Nathaniel Raymond du laboratoire de recherche humanitaire de Yale a déclaré « El Fasher est, selon nos chiffres, un événement de perte massive, comparable au nombre initial de morts après la bombe atomique sur Nagasaki. » Fin de citation. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que l'un de nos thèmes est le manque d'attention à la guerre civile au Soudan. C'est insensé, étant donné qu'il s'agit de l'un des pires conflits sur Terre, et il est en grande partie tout simplement ignoré par les médias. Et maintenant, nous pourrions être sur le point, une fois de plus, d'assister aux conséquences de cette ignorance. Actuellement, les forces de soutien rapide, FSR, semblent préparer une offensive majeure contre les forces armées soudanaises, FAS. La cible est la ville d'El Fasher, qui a passé une grande partie des 3 dernières années en état de siège. Si elle tombe, on craint qu'elle ne devienne un autre El Fasher. Ce n'est pas de l'hyperbole de notre part. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a récemment cité la ville dans un avertissement sur El Fasher. Il n'était pas seul. Le ministre britannique des Affaires étrangères et le gouvernement français ont aussi lancé l'alerte. Cependant, la comparaison avec El Fasher doit aller au-delà de la seule crainte d'un bain de sang comparable. Avant la chute d'El Fasher, humanitaires, analystes et journalistes soudanais ont alerté pendant des mois sur un génocide imminent. Nous avons aussi publié des vidéos ici pour faire passer ce message. Pourtant, tout cela n'a servi à rien. L'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, bref, tous ceux qui avaient du pouvoir ont simplement choisi de détourner le regard jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et maintenant, l'histoire risque de se répéter. À moins que quelqu'un n'agisse rapidement, le monde pourrait être sur le point d'assister à un nouveau massacre. Titre des actualités. En matière d'avertissement, il n'y a guère plus alarmant que celui récemment émis par Critical Threats. Pour citer, les FSR créent les conditions pour une offensive contre la ville d'El Fasher contrôlée par l'armée soudanaise au nord Kordofan, qui constitue un objectif opérationnel majeur pour les deux camps, car elle est essentielle pour le contrôle du centre du Soudan et pour briser l'impasse actuelle. Fin de citation. Centre économique d'environ 500 000 habitants. El Fasher a la malchance d'être à un carrefour reliant des lieux clés du Soudan. Au nord et à l'est, la capitale Khartoum et les terres de fertiles et peuplées s'étendent entre le Nil blanc et le Nil bleu. À l'ouest se trouve la majeure partie de la région actuelle de la ligne de front du Kordofan et, au-delà, le bastion des FSR au Darfour. Au sud, l'autoroute principale descend jusqu'à la ville assiégée de Diling et, plus au sud, jusqu'au principal territoire contrôlé par les alliés des FSR au sein du SPLMN. El Fasher est aussi le site d'un oléoduc clé qui exporte le pétrole du Soudan du Sud, dont le gouvernement, bien que ce ne soit pas officiel, s'aligne de plus en plus avec les paramilitaires. Vous comprenez sûrement pourquoi les 2 principaux camps veulent contrôler la ville. Les FSR tentent d'ailleurs de la prendre depuis plus de 3 ans. Nous avons choisi cette formulation ambiguë car les intentions initiales des paramilitaires à El Fasher laissaient me penser que c'était un objectif secondaire plutôt qu'une cible prioritaire. Comme le note le Sudan War Monitor, les FSR l'ont d'abord contourné dans leur précipitation à capturer Khartoum, une ville qu'ils ont occupée pendant 2 ans avant d'être finalement délogés par l'armée soudanaise au début de 2025, mais contourner ne veut pas dire ignorer. Même si les FSR n'ont pas attaqué El Fasher, ils l'ont isolé du reste du Soudan en coupant les routes principales et en instaurant un siège. Ce siège n'a été brisé qu'après la déroute des paramilitaires à Khartoum, permettant à l'armée soudanaise d'avancer et d'établir une route de ravitaillement. C'étaient les jours euphoriques des victoires de l'armée, où il semblait que le chef militaire du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhané, pourrait sortir vainqueur de la guerre civile. Fin 2025, un grand changement a touché l'Ouest. Après plus de 550 jours de résistance, El Fasher, dernière ville du Darfour, est tombée aux mains des RSF. Avec leurs forces libérées et prêtes à être redéployées vers l'Est, les RSF se sont concentrés sur le fait de repousser l'armée de Séguin au Kordofan. Épuisée, l'armée soudanaise s'est repliée pour renforcer son contrôle sur El Fasher et l'autoroute menant à Diling. Aujourd'hui, la ville est à nouveau assiégée, les SAF retranchés avec leur 5e division d'infanterie. Le Sudan Tribune signale d'importants renforts RSF autour de la ville, tandis que des vidéos montrent leurs troupes avertissant sur les événements à venir à El Fasher.
Pour être clair, il ne s'agit pas encore d'un siège comme celui que nous avons vu à Al-Fasher. Là-bas, les paramilitaires ont encerclé la ville, élevé des bermes pour empêcher les fuites, puis ont combattu pour entrer après de longs bombardements qui ont poussé la population affamée à manger de l'herbe pour survivre. El-Fasher n'est pas exactement dans la même situation. La ville est encore timidement reliée à l'autre ville assiégée de Diling par une route secondaire que l'armée a rouverte en janvier. Bien que la route soit extrêmement dangereuse à utiliser, elle n'est pas complètement coupée. De même, les routes vers le nord ne sont pas bloquées ni totalement infranchissables. Les FSR contrôlent le feu et peuvent détruire les véhicules de ravitaillement. Ensuite, il y a la situation militaire. Le Sudan War Monitor indique qu'El-Fasher est très fortifié avec de nombreux réseaux de tranchées et que l'armée de l'air soudanaise bombarde toujours les positions des FSR autour de la ville. Les forces alliées mènent aussi des patrouilles à pied, ce qui maintient partiellement les paramilitaires à distance. En fait, il y a même une question ouverte quant à savoir si les FSR peuvent rassembler les forces nécessaires pour prendre la ville. Les tribus du Darfour d'où viennent les paramilitaires sont divisées et parfois indisciplinées, comme l'ont montré leurs récentes incursions au Tchad, pourtant alliés. Les SAF demeurent confiants, leur porte-parole affirmant aux médias que les paramilitaires ne peuvent percer les défenses d'Al-Beit. Cependant, même si c'est vrai, cela ne rend pas la ville sûre. Cela s'explique surtout par un développement technologique récent, apparu sur les champs de bataille du Soudan, et généralement associé à une autre guerre, loin au nord, dans les plaines d'Europe de l'Est. Nous parlons bien sûr des drones. Feu dans le ciel. Je cite, « Au cours de l'année écoulée, la guerre au Soudan est devenue un conflit dominé par les drones, marqué par l'adaptation rapide des deux camps à de nouvelles tactiques aériennes et chaînes d'approvisionnement. » Fin de citation. C'était la conclusion d'un rapport de l'ACLED publié le 4 juin qui détaille le changement rapide opéré par la RSF et les SAF vers des armées axées sur l'utilisation des drones. D'après leurs mesures, les événements impliquant des frappes aériennes et des drones représentent désormais entre 40 et 60% de tous les types de violences observées au Soudan. Il est important ici de ne pas s'imaginer que le Soudan est en train de devenir une autre Ukraine. Alors que Kiev et Moscou sont engagés dans une course effrénée à l'innovation technologique, expérimentant sans cesse de nouveaux types de drones, les combattants au Soudan utilisent principalement des modèles turcs achetés. Ce n'est pas le front saturé de drones FPV du Donbass. Pourtant, l'augmentation de l'utilisation des drones a clairement des effets majeurs, notamment autour d'El-Fasher. Un rapport récent de la ville a signalé un bourdonnement constant de drones dans le ciel, source d'anxiété pour les habitants. Depuis le 10 juin, des frappes de drones visent chaque jour des camions-citernes près d'El Abiad pour priver la ville de carburant. Selon Critical Threats, des frappes de drones ont détruit au moins 8 dépôts de carburant et plusieurs camions-citernes des SAF, causant d'importantes pénuries et perturbant l'approvisionnement vers El Abiad. Les RSF ont aussi attaqué le QG des SAF à El Abiad et détruit des dépôts d'armes. D'autres rapports font état d'un lourd bilan civil. Outre les installations militaires, les drones des RSF ont frappé des ponts, des habitations et des centrales électriques, ce qui est crucial. La destruction de ces centrales provoque souvent des coupures de courant interrompant l'approvisionnement en eau de la ville. Radio Dabanga est même allé jusqu'à parler de crise de l'eau, les prix de l'eau en bouteilles ayant fortement augmenté en conséquence. Pour être clair, la situation n'est pas encore celle des derniers jours d'El-Fasher. À la fin, la famine avait été déclarée dans la capitale du Darfour du Nord, dont la population avait gonflé en raison d'un vaste afflux de réfugiés fuyant la violence ailleurs. Mais les choses évoluent clairement dans la mauvaise direction. Et la situation est d'autant plus préoccupante qu'El-Fasher n'était pas un cas isolé. Dans l'ensemble du conflit, massacrer tous les habitants d'une ville est devenu l'une des marques de fabrique des RSF. Avant la chute d'El-Fasher, le pire exemple de cela était probablement les 2 massacres distincts qui ont eu lieu à El Geneina au début de la guerre. Dans cette ville du Darfour, les RSF ont mené une vaste campagne de nettoyage ethnique contre les membres de la minorité massalite. Là encore, les bilans varient, mais un chiffre généralement accepté se situe entre 10 000 et 13 000 morts. Cela équivaut environ au nombre de morts durant le siège de Sarajevo. Le camp de réfugiés de Zamzam a connu une atrocité similaire. Grand camp en périphérie d'El-Fasher, Zamzam accueillait surtout des femmes et enfants. Cependant, les paramilitaires l'ont attaqué alors qu'ils encerclaient El-Fasher, causant au moins 1500 morts, probablement plus. À ce stade, ajoutons notre mise en garde habituelle. Aussi terribles que soient les RSF, il ne faut pas croire que leurs adversaires sont des anges. Les SAF bombardent souvent sans distinction des zones civiles, commettent des exécutions punitives et sont alliés à des milices islamistes auteurs de massacres ethniques. Cependant, il y a peu de doute que les RSF sont les pires des deux.
Et pris ensemble, le passé des paramilitaires explique pourquoi tout le monde s'inquiète autant pour El Abiad. Tout au long de la guerre civile soudanaise, le mode opératoire des RSF a été de prendre une ville puis de déclencher un règne de terreur contre la population non arabe, dans le but soit de l'exterminer, soit de la forcer à fuir. L'avantage d'El Fasher, c'est que personne ne s'attend à un massacre ethnique. Nathaniel Raymond, du laboratoire de recherche humanitaire de Yale, a précisé que l'avancée des RSF vers la ville n'est pas une manœuvre génocidaire, mais tactique. Donc si la ville tombait, il ne faudrait sans doute pas s'attendre à des horreurs incontrôlées comme à El Fasher. Bien que cela revienne un peu à dire que vous avez la chance de ne visiter que le 3e cercle de l'enfer plutôt que le 9e. Comme on l'a vu durant 2 ans de règne des FSR à Khartoum, les paramilitaires demeurent cruels, même sans être génocidaires. Dans la capitale soudanaise, des civils ont été tués arbitrairement, des personnes soupçonnées de sympathiser avec l'armée ont été torturées à mort et des femmes ordinaires ont été enlevées et abusées sexuellement selon le bon vouloir des assaillants. Compte tenu de tout cela, vous vous demandez peut-être, si les FSR sont si terribles, pourquoi ne voyons-nous pas une coalition internationale se former pour les arrêter ? Pourquoi le monde n'est-il pas aussi déterminé à les vaincre qu'il l'était pour vaincre Daesh ? Et la réponse à cela est tristement simple. Les FSR ont de puissants soutiens internationaux que personne ne veut offenser. Derrière le rideau. Ce qui est curieux avec la guerre civile soudanaise, c'est qu'elle devrait déjà être finie. Au déclenchement des hostilités en avril 2023, aucune des deux parties n'était vraiment préparée ni capable de soutenir un conflit pendant plus de 3 ans. Le fait qu'il soit toujours en lice est entièrement dû au soutien d'États étrangers. Les SAF ont été soutenus par une coalition étrange qui a, à différents moments, inclus des armes et un appui de l'Iran, des drones et des opérateurs de drones venus d'Ukraine, du matériel militaire et un soutien de l'Égypte, un soutien diplomatique de l'Arabie Saoudite, une formation de l'Érythrée et du personnel fourni par les rebelles tigréens du nord de l'Éthiopie. Du côté des RSF, la coalition est aussi variée, les paramilitaires étant soutenus par le gouvernement fédéral éthiopien, le chef de guerre de l'Est libyen, le gouvernement du Soudan du Sud et le Tchad, bien que la principale ethnie et l'armée tchadienne appartiennent au groupe que les RSF ont tenté d'exterminer au Darfour. Les deux camps reçoivent des drones turcs, tandis que les forces de soutien rapide ont d'abord obtenu des systèmes de défense aérienne et une formation du groupe Wagner russe. Les raisons pour lesquelles de nombreux acteurs extérieurs soutiennent leurs camps respectifs concernent peu les forces de soutien rapide ou les forces armées soudanaises eux-mêmes. Sans trop entrer dans les détails, les motivations de l'Érythrée et de l'Éthiopie relèvent davantage de leur rivalité et de leur politique intérieure que d'un réel alignement idéologique avec une faction soudanaise. Mais alors que tous les pays que nous avons cités jusqu'à présent, ainsi que plusieurs autres, ont joué leur rôle dans le maintien de l'enfer soudanais, une nation se distingue parmi toutes les autres, les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, la liste des organismes qui ont recueilli des preuves du soutien des Émirats arabes unis au FSR est longue et exhaustive. 2 groupes d'experts distincts de l'ONU sont arrivés à cette conclusion, tout comme des rapports approfondis de Reuters et du New York Times, ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International et Human Rights Watch. Le laboratoire de recherche humanitaire de Yale a utilisé des images satellites pour suivre les vols de fret des Émirats arabes unis, tandis que des chercheurs en renseignement de sources ouvertes ont documenté des avions appartenant aux Émirats arabes unis et transportant des fournitures aux paramilitaires via des bases aériennes au Tchad, en Éthiopie et au Soudan du Sud. Le soutien des Émirats arabes, unis aux forces de soutien rapide, dépasse de simples livraisons d'armes. Abu Dhabi blanchit l'or extrait des mines soudanaises par les paramilitaires via ses marchés et soigne les combattants blessés des forces de soutien rapide dans ses hôpitaux de campagne. L'engagement des Émirats arabes unis envers ce groupe est si profond qu'on peut raisonnablement avancer que la principale raison pour laquelle l'Éthiopie s'implique davantage dans le conflit est la pression exercée par Abu Dhabi. Pourtant, la chose essentielle que les Émirats offrent aux forces de soutien rapide est la seule chose que l'argent ne peut pas acheter. Une couverture diplomatique. Riche et stratégique, les Émirats arabes unis sont un allié clé pour de nombreux pays qui, sans eux, tentera peut-être de stopper les atrocités des forces de soutien rapide. Les États-Unis y possèdent des bases et, plus important encore, la famille Trump y a des intérêts commerciaux. La France vend des armes aux Émirats arabes unis, Abu Dhabi étant l'un des principaux clients de Paris. Le Royaume-Uni y a des avant-postes. Les nations africaines rivalisent pour les investissements des Émirats, tandis que Russie et Occident cherchent à séduire les Émiratis. En résumé, la plupart des nations ayant la capacité d'exercer une réelle pression sur les FSR ont évalué la situation et décidé que cela n'en valait pas la peine. Que pour des raisons liées à l'argent, à la diplomatie ou à la géopolitique, il est plus utile de satisfaire les Émiratis que d'empêcher les FSR de massacrer des villes entières.
où, comme l'a dit Nathaniel Raymond, le monde a fait un choix par son inaction. En particulier, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont fait un choix collectif et intentionnel. Les intérêts économiques, sécuritaires et diplomatiques de l'Occident avec les Émirats arabes unis comptaient l'un plus que la vie des Soudanais noirs autochtones. Fin de citation. Nous différons sur un point, ce n'est pas seulement l'Occident. L'Union africaine a aussi été totalement indifférente à l'idée d'arrêter cette guerre. Des puissances régionales comme le Kenya ont choisi de se rapprocher des FSR. Pendant ce temps, les dirigeants du Golfe se contentent d'utiliser le Soudan comme une pièce parmi d'autres dans leur nouveau jeu d'influence sur la côte de la mer Rouge. La guerre au Soudan continue car personne n'accepte les compromis nécessaires pour l'arrêter. Encore une fois, les diplomates avertissent d'un massacre imminent, tandis que leur gouvernement ignore ceux qui le financent et le facilitent. Si les FSR attaquent Tel Abyad dans les prochains jours, et s'ils parviennent à percer les défenses de la ville et à commettre un massacre, alors personne en position de pouvoir ne pourra dire qu'il n'avait pas été averti. Les preuves sont là, des vidéos comme celle-ci existent. Il appartient maintenant à nos dirigeants de décider s'ils préfèrent agir ou simplement fermer les yeux sur un nouveau massacre au Soudan. Merci de regarder.